Nous revoilà pour la deuxième partie de ce cours consacré à un entraînement aux commentaires basés sur un extrait du Ravissement de l'Olvestein de Marguerite Duras. Dans un premier temps, je vais vous proposer un plan possible pour le commentaire auquel vous avez réfléchi et dans un second temps, nous reviendrons sur les éléments qu'il faut conserver, qu'il faut retenir quant à l'esthétique de Marguerite Duras que vous devez maintenant connaître un peu mieux. L'extrait sur lequel vous avez travaillé, le voici. Il s'agit de ce moment où le narrateur imagine ce que vit Lol chaque fois qu'elle va se promener. Et l'on sait que les promenades sont une des activités favorites de Lol. J'ai fait la lecture de cet extrait précédemment, donc je vais me permettre de ne pas le relire et de passer immédiatement à la construction du plan. Je vous avais proposé une problématique qui était: comment, avec ce passage, Marguerite Duras entraîne-t-elle son lecteur dans la folie de Lol? Je vous propose donc un plan comme correction de ce que vous avez fait, sachant bien qu'il n'y a pas une bonne réponse en matière de commentaires, mais que tout plan composé de façon rigoureuse et progressive et s'appuyant bien sur le texte pour défendre ce qu'il avance est évidemment également pertinent. Voilà ce que je vous propose. Tout d'abord, Marguerite Duras enferme son lecteur comme le personnage dans un temps unique. On peut voir que ce passage propose une narration qui mêle les époques et qui va brouiller les frontières temporelles et spatiales. Le souvenir devient ainsi non pas un temps, mais un lieu. D'ailleurs, Lol y entre. Le bal est présenté tout d'abord comme un mirage. Il prend donc l'allure d'un lieu imaginaire qui se dresse soudain de façon de plus en plus précise devant le personnage. Et enfin, c'est une narration qui va mélanger des isotopies qui, normalement, ne se retrouvent pas dans le même extrait, c'est-à-dire la rapidité et la lenteur, l'immobilisme et le mouvement. C'est également un extrait qui met en scène de façon très prégnante une isotopie de l'enfermement. Il y a d'abord évidemment de nombreux termes qui renvoient à cette idée d'enfermement. Il y a également la présence d'un présent d'habitude dans lequel le personnage se retrouve enfermé. Et puis, il y a également de très nombreux termes qui vont commencer par le préfixe re indiquant la répétition sans cesse, inlassablement, de la même chose. Deuxième axe possible, on a une narration qui heurte la logique et qui fait perdre tout repère au lecteur. Tout d'abord, c'est un personnage qui échappe à toute tentative de compréhension. Il n'y a dans l'extrait aucun adjectif émotionnel qui pourrait permettre au lecteur de comprendre les sentiments de Lol. Ensuite, ce personnage a une fascination obsédante qui l'amène à traiter le souvenir comme un être. Et je vous renvoie à la métaphore qu'on a dans les premières lignes où le bal, où le souvenir devient un oisillon qui peu à peu déploie ses ailes. Et enfin, on a un personnage qui devient presque, dans les dernières lignes, un personnage surnaturel qui voit au-delà de ce que le commun des mortels, et donc le lecteur, peuvent voir. Enfin, on a un personnage qui est un personnage en creux. C'est un personnage que la narration s'attache moins à caractériser qu'à démonter ou à déconstruire. Il y a ainsi de nombreuses restrictions, sans voix, sans argument, sans la preuve, et la préposition sans ici vient créer un personnage qui en fait est davantage troué que peint. Le terme vicieuse que le narrateur prête à Tatiana est également un terme qui vient dire que le personnage de Lol est un personnage à qui il manque quelque chose, puisque ce qui est vicieux, c'est quelque chose qui a un défaut, un manque. Et puis, il y a cette incroyable phrase finale que je n'analyse pas davantage et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. La phrase en question, c'est « Elle n'est pas Dieu, elle n'est personne ». Troisième axe qu'il était possible de proposer, le fait que nous avons ici une esthétique qui contribue à faire perdre ses repères au lecteur. Tout d'abord, on a une narration et un narrateur qui disent leur incapacité à comprendre. Il y a une question qui est adressée au lecteur. Une chose aurait dû être tentée, mais laquelle?
Il y a ensuite une affirmation réitérée par le narrateur de ce qu'il est en train d'inventer, que ce qu'il dit relève de la fiction, du fictionnel, et on a notamment les termes mon avis, je crois, comme autant de modalisateurs qui mettent le lecteur en position de ne pas croire tout à fait ce qu'on lui raconte. Et il y a enfin l'idée que l'empathie est le seul moyen possible de connaissance de l'autre. Je connais l'Olvestein de la seule façon que je puisse, d'amour. Et si l'empathie est le seul moyen de connaissance, on voit bien qu'il va être difficile pour le lecteur d'approcher, de comprendre à son tour l'Olvestein, sauf à faire preuve de la seule chose dont il peut faire preuve, c'est-à-dire d'empathie. Dernier argument que l'on pourrait avancer pour montrer que l'esthétique contribue à faire perdre au lecteur tous ses repères, c'est le fait que la langue de Marguerite Duras distord la langue, sa grammaire, et qu'elle oblige le lecteur à un regard nouveau sur ce qu'il lit. Les mots prennent, avec Marguerite Duras, une autre dimension. Je vous donne 2 exemples, il y en aurait évidemment bien d'autres. Tout d'abord, cette phrase qui est scandée par des virgules, c'est là sa pensée véritable, à la même place, dans cette fin, toujours au centre d'une triangulation. On voit qu'ici, Marguerite Duras crée une phrase qui retrace en quelque sorte les mouvements d'une pensée avec des sortes de fulgurances qui viennent s'ajouter à la pensée initiale, et ces fulgurances, elle les regroupe en groupes de mots qu'elle sépare par des parenthèses, et au lecteur de retrouver son chemin à travers cette syntaxe un peu particulière. Le deuxième exemple, c'est cette virgule qui vient couper un groupe syntaxique qui n'a pas à être coupé. Elle, c'est, eux pas encore. La virgule qui sépare le sujet et le verbe, c'est évidemment une interdiction formelle de la langue française qui jamais ne sépare le sujet de son verbe. Or, Marguerite Duras passe outre cette interdiction et ce faisant, elle m'oblige à faire une pause dans ma lecture entre le sujet et le verbe. Et cette pause, elle va mettre en valeur à la fois le sujet, à la fois le verbe. Tout se passe donc comme si Marguerite Duras, qui évidemment est une connaisseuse et une spécialiste de la langue, décidait ici que la langue se mettrait au service du sens qu'elle entend donner à son écrit et non pas le contraire. Voilà pour le plan que vous pouviez proposer. Nous nous attachons maintenant en quelques secondes à ce que l'on peut retenir de l'esthétique de Duras et que vous avez découvert peut-être au fur et à mesure de votre préparation du plan de commentaires. Tout d'abord, c'est une écriture que l'on dit blanche ou neutre dans la mesure où l'écriture durassienne va éviter les adjectifs émotionnels. C'est une écriture qui s'adresse à l'intellect, à la raison, beaucoup plus qu'à l'émotion. Et je vous renvoie, pour le comprendre, pour l'interpréter, à tout ce que l'on a pu dire lors de la séance précédente sur les liens entre Marguerite Duras et le nouveau roman, et cette volonté qu'a le nouveau roman de ne plus donner dans l'émotion après l'émotion qui a été débordante à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. C'est une écriture, l'écriture durassienne, qui refuse les certitudes sur les personnages. Et l'on revient là aussi à la même raison, c'est-à-dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, il n'est plus question de penser ou d'affirmer comprendre comment fonctionne un être. Parce que ces êtres, ces voisins, cette famille que l'on croit connaître peut, dans des situations particulières, dans des circonstances particulières, être capable de choses que l'on n'imaginait pas possibles. Donc c'est une écriture qui va refuser de dire je sais ce que pense tel personnage. Elle va obliger bien au contraire le lecteur à construire le personnage tout autant que l'auteur. Troisième chose que l'on retient, le fait qu'il s'agit d'une écriture qui plie la langue et qui force le lecteur en quelque sorte à redécouvrir les mots, à redécouvrir leur agencement. Et en cela, la langue de Marguerite Duras est une langue poétique qui fonctionne un peu à la manière de la poésie. Enfin, dernière chose que l'on retient, c'est que nous avons ici une écriture qui privilégie les fulgurances dont le lecteur doit s'emparer pour les comprendre. Une phrase comme elle n'est pas Dieu, elle n'est personne. De façon tout à fait subjective, elle justifie entièrement le temps que vous passez à lire un roman de Marguerite Duras. Parce que cette phrase, quand on la lit, elle est comme un éclair qui vient déchirer la page et qui ne vous abandonne plus ensuite.
Cette phrase, elle n'est pas Dieu, elle n'est personne, elle va vous accompagner comme souvent les phrases chez Marguerite Duras et elle va ressurgir comme elle a surgi sur la page dans vos existences, dans les mois et sans doute les années à venir. Et je ne me livre pas, encore une fois, à quelque analyse que ce soit à propos de cette phrase. Et je vous propose maintenant, pour clore ou presque cette séance, en tout cas pour clore le travail que vous avez à faire durant cette séance, de réfléchir à cette phrase « Elle n'est pas Dieu, elle n'est personne ». Je vais vous demander de vous livrer ici à une analyse de cette phrase comme vous le feriez à l'intérieur d'un commentaire. Vous allez donc analyser cette phrase le plus précisément possible en faisant toutes les remarques que vous pouvez faire de façon à ce qu'elle devienne la preuve indiscutable d'un argument de votre commentaire. Pour rappel, l'argument en question, c'est le fait que LOL fait perdre tout repère au lecteur parce qu'elle est un personnage difficile à comprendre, un personnage du manque, un personnage qui n'est pas vraiment construit, mais plutôt déconstruit par son auteur. Vous allez donc faire toutes les remarques que vous pouvez faire en vous rappelant que quand on fait des remarques, on s'appuie sur une citation, on identifie des procédés et à partir de ces procédés, on essaie de proposer une analyse des effets de sens que l'on met au service de l'argument en question. Évidemment, toutes vos réponses dans les commentaires de l'article du blog sur lequel vous avez trouvé cette vidéo. Je vous donne une quinzaine de minutes pour le faire, après quoi je vous propose une très courte correction et vous en aurez terminé pour aujourd'hui. À tout à l'heure.